Alors, bonjour à tous, je m'appelle Diane Aurin, je suis consultante manager chez Anaya. Donc Anaya, on a un cabinet de conseil et d'expertise autour de la data. C'est vraiment notre cœur de métier depuis bientôt plus de 15 ans. Un peu plus nouvellement, on est également expert donc, dans la sécurité numérique. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus particulièrement sur l'aspect organisationnel et la gestion du risque et de la conformité. Donc voilà, donc je vais avoir le plaisir de partager ce moment avec Damien Lamôme. Bonjour à tous, Damien Lamom, donc consultant au sein d'Anaya également, plutôt sur la partie data pour ce qui me concerne. Et donc le sujet du jour qu'on est venu vous présenter, c'est de relier en fait nos deux pôles d'expertise, à savoir la cyber et la data, à travers le prisme d'une méthodologie d'analyse de risque qui va nous permettre de générer des cas d'usage pertinents côté data. La méthode IBIOS-CRM, pour ne pas la nommer, Diane vous en parlera plus en détail. Alors la problématique centrale, faut que je parle bien dans le micro, côté data, qui est connue de tous les gens qui pratiquent un peu la data, c'est la problématique des cas d'usage. Et donc c'est un enjeu clé, notamment pour l'IA, mais pas seulement. Et donc le postulat de départ, là, c'est de voir comment générer des cas d'usage qui aient toute légitimité aux yeux des métiers pour partir dans des directions ciblées et pertinentes. Le point de départ, donc c'est celui-ci, c'est un peu deux mondes parallèles. Donc à gauche, les métiers qui connaissent les leviers de valeur du domaine d'activité de l'entreprise, mais pas forcément aguerris à la data. Et puis en face, les experts de la data qui, eux, ont toute la matière, ce que j'ai appelé les gisements de matières premières, ont toute la ressource nécessaire à explorer. En revanche, ils ne sauront pas forcément détecter une pépite, s'ils la trouvent, sans l'aide des métiers. Donc la situation, c'est encore en partie, ou peut-être souvent celle-ci, c'est la connaissance d'un côté, l'information de l'autre. Et donc l'idée des cas d'usage, c'est de relier les deux. Donc de mettre tout le monde autour de la même table et de générer des cas d'usage avec, dès le départ, enfin Diane en parlera plus avant, mais de focaliser sur des cas d'usage, non pas une idéation un peu abstraite de tous les cas d'usage qui nous passent par la tête, mais vraiment ciblés sur des cas d'usage à valeur dès le départ, dès la conception. Dans ce double objectif de générer de la valeur métier à coup sûr, j'ai envie de dire, et ce que j'ai appelé le zéro déchet de la data, c'est-à-dire ne consommer que la ressource dont on a besoin, en tout cas limiter les datas qu'on va chercher à exploiter, plutôt que de partir tous azimuts, ce que permettent aujourd'hui les technologies de traitement de données, big data et autres. Mais l'idée, c'est de se focaliser sur des choses dont on pressent au moins, dont on est guidé par les métiers, on pressent qu'on va pouvoir tirer de la valeur. Et donc pour ça, la démarche qu'on vous propose est d'utiliser la méthode IBIOS-CRM pour laquelle je vais laisser la parole à Diane, comme gisement comme matériau, on va dire, pour générer ces cas d'usage avec les métiers, tout au long du processus. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu, d'en venir à la data, la méthodologie EBIOS-CRM, EBIOS Risk Manager. Déjà, c'est l'expression des besoins et identification des objectifs de sécurité, EBIOS. Donc c'est identifier les besoins de sécurité d'une organisation et puis se fixer des objectifs de sécurité par rapport à ces besoins de sécurité. Donc ça, c'est une méthodologie EBIOS qui a plus de 20 ans, qui a été élaborée il y a déjà plus de 20 ans. La nouvelle version Risk Manager, qui a été publiée en 2018, nouvellement par l'ANSSI, apporte justement cette notion de gestion du risque avec vraiment un apport plus exhaustif en termes d'état des lieux des besoins de sécurité, et notamment en intégrant l'écosystème métier. Donc voilà, les grands principes, c'est vraiment de prendre en compte l'écosystème métier et technique de l'organisation pour pouvoir donc mener une analyse de sécurité numérique et vraiment positionner cette démarche de sécurité numérique
au cœur des enjeux stratégiques et opérationnels, et non pas rester en silo. Chacun fait son analyse de risque cyber dans son coin avec les experts cyber, les métiers dans leur coin à essayer donc d'élaborer des cas d'usage, et puis les opérationnels également dans leur coin. Donc c'est vraiment ça le principe. Et donc évidemment de comprendre à 360 degrés vraiment son organisation, justement par le biais de l'écosystème métier et par le biais évidemment de son socle technique, et donc de partager la responsabilité des risques parmi les différents acteurs de l'organisation. Et donc c'est très important cette compréhension à 360 degrés. Ça va nous permettre vraiment en fait justement d'apporter cette approche par scénario en fait, par user story. Parce que c'est vrai que les BIOS, à la base, c'est une analyse, une approche par conformité, hein, où on essaye donc d'identifier toutes les vulnérabilités qu'on peut avoir dans nos systèmes. Et ensuite, après, il a posé des mesures de sécurité plutôt techniques. Et donc, avec les BIOS Risk Manager, on a cette dimension d'écosystème métier qui va nous permettre cette approche par scénario d'attaque, voilà, pour pouvoir vraiment cibler les attaques spécifiques à notre écosystème précisément. Et donc vraiment l'objectif de la méthodologie d'analyse de risque et BIOS-RM, ça va être d'identifier et d'apprécier les risques numériques qui sont propres à l'organisation. C'est ça qui est très important, c'est pas faire une liste à la Prévert de tous les risques qui peuvent être encourus par n'importe quelle entreprise. C'est vraiment spécifiquement les plus pertinents dans le domaine d'activité de l'organisation, propres vraiment avec des menaces qui lui sont propres. Voilà. Et donc évidemment derrière, suite à l'identification et l'appréciation de ces risques, ça va être l'objectif de déterminer les mesures de sécurité qui vont permettre donc de traiter ces risques. Donc voilà les grands principes de cette méthodologie et BIOS-RM qui passe souvent par ce visuel hein, qui est extrait du guide de la méthode des BIOS-RM qui est publié donc par l'ANSSI, que j'ai extrait donc de ce guide. Donc c'est vraiment le visuel habituel hein, qu'on peut voir avec ces 5 étapes qui s'enchaînent successivement. Donc avec un premier atelier qui est un atelier de cadrage qui va nous permettre de faire un peu un état des lieux en fait. Hein, l'état des lieux de l'écosystème métier et du socle technique au travers de valeurs métiers. En fait, les valeurs métiers, ça va être en fait les cas d'usage métiers, les macro-processus métiers de l'organisation. Et ensuite, on va également identifier donc, les biens supports qui sont en fait les composants, les composants techniques qui supportent ces process métiers. Donc voilà, c'est toute l'infrastructure logicielle, matérielle d'une entreprise et tout son patrimoine de données également. Donc une fois qu'on a fait l'état des lieux de ces valeurs métiers et de ces biens supports, ensuite on va se fixer donc, des besoins de sécurité pour pouvoir évaluer ces valeurs métiers par rapport à ces besoins en disponibilité, en intégrité, en confidentialité et en traçabilité. Et ça va nous permettre de pouvoir apprécier une valeur métier par rapport à une autre, savoir vraiment plus précisément en fait, son niveau de besoin en sécurité sur ces différentes dimensions, pour ensuite derrière identifier donc, des événements redoutés, toujours dans ce premier atelier, qui vont être liés à ces valeurs métiers. Donc c'est tous les événements redoutés hein, qui vont par exemple, donc, si on a une valeur métier, voilà, on a un service qui est produit ou vendu par une organisation, l'événement redouté, ça va être une dégradation de ce service. Et donc forcément derrière, on va avoir des impacts qui vont être plus ou moins graves par rapport à ces événements redoutés. Des impacts métiers, hein, par exemple, donc des impacts financiers, juridiques, sur l'image d'une entreprise. Et donc ces impacts hein, vont dépendre évidemment du besoin de sécurité que se sera fixé à la base sur ces valeurs métiers. Donc voilà le premier atelier. Donc c'est l'un des plus importants. Hein, ça va vraiment permettre d'avoir cette vision à 360 degrés d'un point de vue métier, d'un point de vue système technique, de notre organisation. Ensuite, sur l'atelier 2, donc on va pouvoir... sur l'atelier 2, excusez-moi, du coup, donc, on va identifier les sources de risque. Hein, donc là, ça va être toutes les menaces hein, qui pèsent sur notre organisation. Elles peuvent être internes comme externes, ces attaques, enfin ces menaces, par un attaquant externe ou bien par les parties prenantes de notre écosystème. Et une fois qu'on a posé, cet état des lieux là, de l'atelier 1 et de l'atelier 2,
On va pouvoir ensuite, donc on est rentré dans cette phase d'appréciation des risques, on va pouvoir élaborer des scénarios de risque, donc en se basant sur les différentes items qu'on a identifiés auparavant. On va élaborer des scénarios de risque, donc qui peuvent être intentionnels ou accidentels, donc en s'appuyant sur ces différentes briques. Donc on va l'élaborer un petit peu de cette façon-là, c'est-à-dire qu'une source de risque, interne ou externe à mon écosystème, par le biais d'une partie prenante critique ou bien d'un composant vulnérable de mon socle technique, va provoquer un événement redouté qui lui-même donc va générer des impacts. Voilà un petit peu comment va se dessiner notre scénario de risque. Et donc voilà, donc des impacts sur la valeur métier. Une fois qu'on a élaboré ces scénarios de risque, on va les évaluer. Donc d'un point de vue stratégique, en atelier 3, on va les évaluer par rapport donc, à la gravité des impacts qui vont causer. Et puis d'un point de vue plus opérationnel, en atelier 4, on va évaluer la vraisemblance de ces scénarios de risque, c'est-à-dire la fréquence auquel ils peuvent arriver ou la probabilité qu'il puisse se produire ce scénario. Donc voilà, c'est en combinant en fait les métriques de gravité et de vraisemblance qu'on arrive à apprécier un niveau de risque. Un niveau de risque donc voilà, qui va nous permettre en fait de pouvoir regrouper tous les risques qui vont être un peu de la même criticité ensemble, pour pouvoir déterminer vraiment tous nos risques qui nous paraissent très critiques par rapport à d'autres qui sont un petit peu moins critiques pour l'organisation, donc en croisant cette notion de gravité et de vraisemblance. Et donc au final ensuite, on va déterminer donc, les mesures de sécurité. Elles peuvent être organisationnelles, techniques, pour pouvoir traiter, réduire les risques qu'on aura identifiés. Et donc on aura donc un résidu de ces risques une fois qu'ils auront été traités. Et donc on appellera ça les risques résiduels, et qui seront forcément une gravité moindre et une vraisemblance moindre. Donc voilà, et on aura pu avoir un niveau de risque résiduel qui pourrait être acceptable en l'état pour l'organisation, une fois traité. Voilà le principe global de l'analyse de risque et BioCRM. Rapidement juste, on a vraiment cette démarche itérative, cette notion d'itération sur 2 cycles. Sur un cycle opérationnel pour itérer sur les différents modes opératoires par lesquels on peut passer pour pouvoir élaborer ces scénarios de risque. Et puis également un cycle stratégique où là on est obligé de reprendre toute la démarche dans son ensemble, parce que stratégiquement ça peut être tout simplement on a une nouvelle fonctionnalité sur un produit, on sort un nouveau produit, ou alors on peut aussi également avoir une migration technique de notre socle technique, on met en œuvre une nouvelle plateforme Big Data par exemple, donc forcément ça va induire des nouveaux risques. Donc il va falloir qu'on réitère sur cette démarche pour pouvoir réintégrer ces nouveaux risques qui vont évidemment nous mener à des nouveaux scénarios de risque, et donc derrière des nouvelles mesures de sécurité pour les réduire. Donc voilà, c'est pourquoi on parle donc de démarche itérative en 5 étapes. Donc pour pouvoir illustrer un peu plus facilement cette méthodologie, je vous propose un peu plus concrètement en fait d'aborder un cas, donc un retour d'expérience qu'on a eu par rapport à un client qui était spécialisé dans l'acquisition et la logistique de matériel IT. Et en fait, il est venu avec 2 besoins. Un besoin qui était d'identifier ses risques numériques, plutôt dans une démarche d'homologation de ses systèmes. Et à côté de ça, il avait mis en place donc, une nouvelle plateforme Big Data. Et donc, il souhaitait faire émerger des nouveaux cas d'usage data et IA pour améliorer et optimiser tous ces process internes de logistique et d'acquisition. Donc, du coup, on a intervenu pour pouvoir mener cette analyse de risque et BIOS Risk Manager. Et au final, une fois qu'on a pu identifier les scénarios de risque, derrière, et se faire émerger des cas d'usage data qui allaient permettre de réduire ces risques, en tout cas d'essayer de les couvrir pour pouvoir diminuer tous les différents impacts qu'on avait pu identifier. Donc par exemple, dans ce domaine d'activité, en tant que valeur métier, ça peut être gérer le stock de matériel, garantir les délais de livraison, piloter les ressources IT au travers d'outils. Donc les biens supports, je ne vais pas les détailler, mais voilà, c'était tout leur nouveau socle technique, avec toutes les failles et les vulnérabilités que ça engendrait derrière.
Ensuite, donc, des exemples d'événements redoutés qu'on avait pu identifier sur la base de leurs besoins en sécurité, justement, qu'on avait identifié sur ces valeurs métiers. Donc, c'était le vol de matériel, la rupture de stock, l'altération des données. Ça pouvait être aussi l'indisponibilité des applications qui leur permettaient de gérer le stock, la perte de traçabilité du matériel. Donc là, c'est des événements redoutés qu'on avait identifiés. Et puis également en source de risque, ça donne un peu plus un exemple plus concret par rapport à ce que je vous ai présenté. Voilà, on avait identifié plusieurs sources de risque qui pouvaient être internes, comme les fournisseurs, les partenaires, voilà, les techniciens logistiques, les administrateurs des applications. Et également, ça pouvait être des attaquants externes comme des concurrents. Donc voilà le fruit du travail des ateliers 1 et 2 en synthèse. Et donc sur la base de ces étapes, du coup, de ces constats, on avait donc identifié des risques. Donc des risques donc on avait élaboré des scénarios de risques, voilà, avec plusieurs risques qui étaient remontés, comme la collecte erronée des informations de localisation. Du coup, derrière, on avait des délais d'acheminement qui étaient faussés, et avec des pénalités de retard à payer à tort. Il y avait donc des problèmes de rupture de stock ou de surstockage. Il y avait des risques de panne. Il y avait des risques de panne qui étaient non pris en compte dans les process, et il y avait des problèmes de synchronisation, de problèmes de désynchronisation des données entre les différents systèmes. Donc voilà les risques qui étaient remontés. Et donc on a pu donc les lister, les identifier, mais également les apprécier et les évaluer au travers, comme je vous l'ai montré avant, de la gravité des impacts qu'ils avaient sur les différents aspects financiers, juridiques, opérationnels, et également sur la vraisemblance, la probabilité que ça se produise et la fréquence à laquelle ça s'est déjà produit. Donc par rapport à ces indicateurs, ça nous permettait donc de les classer par ordre de priorité, c'est-à-dire par ordre de criticité, du plus critique au moins critique, et donc derrière par ordre de priorité, fatalement pour les couvrir. Et donc pour répondre à ces risques, donc on a travaillé évidemment autour de la table pour élaborer toute cette méthodologie et de cette analyse de risque. On a avancé avec les experts data, les experts ops, avec les métiers évidemment, les techniciens logistiques. Voilà, c'était vraiment un travail très collaboratif. Et donc au final, voilà, pour couvrir ces risques, on a pu dégager plusieurs cas d'usage data. L'un qui était à très forte valeur ajoutée, justement, d'ailleurs ça a permis, il y avait un fort impact financier qui avait été identifié sur les pénalités de retard et les délais d'acheminement qui étaient faussés. Donc du coup, on a fait émerger un cas d'usage qui était de fiabiliser l'estimation des délais de livraison du matériel. Un cas d'usage également pour anticiper le renouvellement des stocks. Un cas d'usage de détection d'anomalies et de pannes. Et un cas d'usage pour corriger les désalignements comptables, notamment à cause de ce problème de synchronisation des données. Et donc, ce qui était intéressant, au-delà d'avoir fait émerger ces cas d'usage, c'est que grâce à cette notion d'appréciation et d'évaluation des risques, on a pu estimer un ROI en fait de manière assez intrinsèque par rapport à cette évaluation de nos risques. Sur les cas d'usage data qui étaient à plus forte valeur ajoutée, en tout cas qui allaient couvrir les risques les plus critiques de l'organisation. Donc voilà, avec un ROI assez simple, gain-coût, où le gain ici était vraiment la couverture du risque, qui était très très critique pour notre organisation. Donc voilà sur l'aspect de ce REX. Après, on a plusieurs facilitateurs aussi qui rentrent en jeu quand on mène ce genre d'analyse de risque. Ça va être évidemment d'avoir fait quand même un gros travail de gouvernance des données, parce que là on parlait aussi de la data, et c'est ça qui est très important, c'est que forcément ce travail va être très facilité par déjà avoir une réflexion bien mature sur la gouvernance de données. Ça ne va pas se faire tout seul avec la méthode aussi, ça, il faut qu'on soit bien d'accord. C'est évidemment une très très bonne connaissance des données, une bonne gouvernance, ça va forcément aider tout le processus, et notamment tout le processus d'état des lieux en amont. Et puis également intégrer de l'agilité dans l'intégration en fait de la sécurité numérique.
dans ce genre de démarche, c'est intégrer de l'agilité. Il y a d'ailleurs l'ANSSI qui a sorti un très bon guide là-dessus. Pour transformer en fait tout ce travail de l'atelier 1 en les formalisant sous forme de user story en fait. C'est-à-dire que tous les valeurs métiers, les biens supports peuvent être aussi transcrits en user story métier. Donc voilà, qui sont des fois beaucoup plus parlants justement pour les métiers. Et du coup, à contrario, au niveau de nos scénarios de risque, on va élaborer des ab user story. C'est-à-dire ça va être un peu le revers un peu néfaste qui va justement faire perdre de la valeur à nos user stories. Et ensuite, après, essayer donc de faire émerger ces cas d'usage data sur la base de ces ab user stories. Le principe. Je laisse la parole Damien. Donc, si je reprends la main, du coup, pour recontextualiser un petit peu le détail de la démarche dans les cas d'usage, donc en quoi l'IBIOS-CRM est une source de cas d'usage. Vous noterez au passage d'ailleurs le glissement sémantique entre gisement et source. Source, on a commencé à exploiter le filon, on va dire. Et donc en quoi cette démarche-là pour les cas d'usage se différencie d'une idéation, on va dire, plus spontanée. C'est parce que, la méthode est éprouvée, elle est structurée, donc si elle est bien appliquée, on ne devrait rien oublier en cours de route. Les collaboratifs, bon, ça c'est pas forcément une grosse spécificité. Le deuxième point, c'est qu'elle embarque dans son concept même l'évaluation, la hiérarchisation des cas d'usage. Et donc, on va chercher, ça on rejoint un petit peu la méthode agile là-dessus, à tirer d'abord la plus grosse valeur, donc les cas d'usage à plus forte valeur en priorité. Et enfin, dernier point, c'est qu'elle intègre, j'ai envie de dire by design, la sécurité et la protection des données. Donc ça, c'est structurellement important pour les entreprises. Et du coup, on fait d'une pierre deux coups. On a à la fois des cas d'usage data et on aborde aussi des aspects sécurité que de toute façon, on devra adresser. Donc pour conclure, si on retenait 3 idées, c'est pas exhaustif bien sûr, de cette présentation, on espère avoir éclairé un petit peu succinctement la méthode IBIOS-RM en tant que réflexion structurée, donc sur laquelle on peut s'appuyer pour matérialiser et pour avoir une approche un peu rigoureuse, on va dire, du risque et des cas d'usage associés. Alors on ne couvre pas tous les cas d'usage possibles de data de l'entreprise, on est d'accord. Mais en tout cas, sur le volet risque, on a une approche précise. Le deuxième point, donc, c'est qu'on embarque, on quantifie, on hiérarchise, on priorise nos cas d'usage par défaut dans la méthode. Donc à la fin, dans notre livrable, on aura non seulement une liste, mais on aura une liste priorisée. Et enfin, alors ça c'est pas spécifique à la méthode, mais il faut le garder en tête, c'est le travail conjoint data métier qui doit se faire absolument rester indissociable pour garder la légitimité des métiers dans les travaux qui sont plutôt menés par les équipes data, et que la data ne parte pas explorer dans tous les sens, tous azimuts, et pour risquer d'aboutir à des impasses, mais parte vraiment sur des cas d'usage dont les métiers ont annoncé dès le départ de la démarche que ce sera à valeur par rapport au positionnement de l'entreprise. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on souhaitait brièvement exposer sur ce sujet. Si vous avez des questions par rapport à l'une ou l'autre de nos interventions. Oui, ça marche. Moi, j'avais une question en fait, par rapport à la différence entre la méthode EBIOS-CRM et EBIOS. Vous parliez du fait que la méthode EBIOS du coup, pouvait être amenée à faire une liste un peu longue de risques, justement basée sur les vulnérabilités. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Mais je vais me tromper, mais parce que, étant donné qu'on n'étudie pas les vulnérabilités propres à l'entreprise, mais plutôt ce qu'elle peut risquer, on risque d'avoir beaucoup plus de risques apparents que si on étudie juste les points de faiblesse de son SI ou autre, non ? Alors, sur la partie exhaustivité, peut-être, sur les vulnérabilités du socle technique. Après, c'est pas. En fait, les BIOS-CRM apportent des choses en plus à les BIOS 2010, enfin, les BIOS classiques, c'est-à-dire que toute cette approche par la conformité est quand même embarquée dans l'analyse de risque et BIOS-CRM. Après, j'ai pas fait de zoom là parce que c'est pas forcément ce qui nous intéressait le plus pour derrière faire émerger les cas d'usage data. Ce qui nous intéressait vraiment, ce qu'apporte EBIOS-CRM en plus de l'EBIOS, justement, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui et que je voulais mettre en avant, c'est cette intégration de l'écosystème métier
beaucoup plus d'avantages que dans les BIOS auparavant. C'est vraiment cette vision, cette intégration vraiment des métiers et de l'écosystème métier vraiment à part entière dans les réflexions sur les risques numériques. Merci. Les sponsors. Très bien, ben merci à tous. On va s'en tenir là. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions à distance, mais je ne sais pas comment elles sont relayées. Je pense qu'au niveau du timing, on est peut-être... Ok, merci pour votre écoute et très bonne fin de salon. Merci à tous. Au revoir.